dans un événement qui est connu et su de tous, puisque vous êtes dans une fête qui est programmée, dans une plage. On sait qu'il y a des précédents. On parlait tout à l'heure de ce drame il y a quelques années en Tunisie notamment, que quand bien même vous mettez de la sécurité privée et des forces de police autour, vous ne sécurisez jamais vraiment une place. Est-ce que ce type d'événement, dans le contexte australien qu'on est en train de décrire depuis un moment, et à Sydney plus précisément, est-ce que cet événement aurait dû se tenir? C'est une des premières questions qui sera posée, et les dirigeants australiens seront forcés d'y répondre. Mais encore une fois, on traite les problèmes a posteriori et jamais a priori. Et c'est-à-dire que c'est évidemment le problème du djihad doit être traité en réglant d'abord le problème de l'islamisme. Et là, on a vu il y a quelques semaines le sondage de l'IFOP qui est extrêmement inquiétant et qui ne laisse rien présager de bon, où on voit que presque la moitié des individus qui ont été interrogés dans ce sondage pour reprendre les chiffres, hein, c'était 57% plaçaient la charia au-dessus des lois de la République et 42% avaient des sympathies alors pour ça, la c'est une mouvance question islamiste. importante. Est-ce que placer la charia, est-ce que placer la charia au-dessus des lois de la République fait de vous un assassin en puissance? Absolument pas, non, absolument pas. Mais en tout cas, c'est l'embryon en fait du passage à l'acte djihadiste. L'intégralité des islamistes ne sont pas djihadistes. En revanche, l'intégralité des djihadistes sont islamistes. Et une communauté juive plus que jamais recroquevillée sur elle-même. Sarah Salman, il y a vraiment, c'est pour ça que cette affaire australienne, elle doit nous interpeller, quand bien même c'est très loin de chez nous. Entre 2023 et 2024, 315% d'augmentation des actes antisémites sur la seule ville de Sydney. Il y a environ 100 000 juifs en Australie, ce qui représente environ 0,5% de la population australienne. Proportion là encore similaire à la France. Et Claude Moniquet, qu'on pourra réinterroger dans une seconde, nous rappelait également tout à l'heure. Je sais les gars, c'est pas sur BFM TV, mais il n'y a plus d'événements sur BFM TV. À un moment. Par la ministre de l'Agriculture. Grand merci à vous, Marie Roux. 15h30 sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus à la une. Ce drame en Australie. Au moins 12 personnes sont décédées dans une fusillade perpétrée sur l'une des plages les plus célèbres du monde, la plage de Bondi Beach, où plus de 1000 personnes s'étaient rassemblées pour célébrer le tout premier jour de la fête juive de Hanouka. Le Premier ministre australien parle d'une... Ouais, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus rien. En Australie, tout de suite, parce que ce matin, l'horreur absolue sur la plage, la plus grande plage d'ailleurs de Sydney, voire d'ailleurs même la plus belle d'Australie. On est en compagnie de Xavier de Giacomoni. Merci Xavier. On n'a pas d'image de ça. Donc là, c'est un événement. Montre pas qu'ils sont juifs, tout simplement. Mais bon, ça se voit souvent au nom de famille. Les gens s'adaptent et vous en avez aussi, j'en connais autour de moi, qui font leur aliote et qui décident d'aller vivre en Israël. Et c'est pas les juifs les plus pratiquants. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont parfois des juifs libéraux qui ne pratiquent pas plus que cela la religion juive en fait. Peut-être aussi couper les robinets de l'immigration. Monsieur évoquait au début l'importance de l'immigration comme terreau, en tout cas comme terrain fertile. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi à quel point un environnement, quand il se transforme par l'arrivée de populations nouvelles, de populations en plus souvent issues de sphères, on va dire, de la planète qui nous sont relativement hostiles, parce qu'ils amalgament, si vous voulez, la France avec l'Europe et l'Europe avec le monde occidental en général. Donc c'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut avoir une main un peu plus ferme. Je ne dis pas bien évidemment que tous les immigrés vont passer à l'acte, il ne s'agit pas de déformer, et il faut être dans la nuance, comme vous l'aviez très bien rappelé, avec cette personne qui a agi justement et qui est apparemment aussi d'une certaine origine. D'ailleurs, Ahmed, il me semble que c'était le nom aussi du policier qui s'était fait tuer au moment de Boulevard Richard Le Goir. Voilà, exactement. Ouais. Donc là, on peut aussi peut-être rendre hommage et avoir une pensée pour lui et pour sa famille. Mais par contre, on en revient à cette difficulté qu'on a dans nos démocraties occidentales de prendre les problèmes à la racine. Ensuite, sinon, on sera toujours dans l'expectative à devoir réagir après coup. Et non, les véritables mesures à prendre, c'est sur l'immigration. Et pourquoi pas, comme on voit en ce moment des mesures qui sont prises outre-Atlantique, ou en tout cas du côté américain, peut-être des possibles rapatriements de certaines populations quand on se rendra compte qu'elles sont inassimilables sur nos terres et dans nos pays. C'est qu'il y a cette fête de Hanouka qui est mondiale par définition. Elle a commencé, décalage horaire oblige, en Australie, mais elle va être entamée également ce soir, pourquoi pas chez nous en France, un cortège dans Paris. Je crois qu'il y a un rassemblement au Champ de Mars, et le du Huchard est également à École Militaire. Champ de Mars, École Militaire, a priori c'est le même endroit. Est-ce que nos dirigeants politiques
doivent se rendre sur place ce soir, peut-être, pour apporter leur soutien. Est-ce que certains l'ont déjà annoncé, d'ailleurs? Pourquoi pas? Non, a priori. Est-ce que on n'aurait pas besoin d'un acte fort après un acte comme celui-là, après une augmentation exponentielle des actes antisémites dans notre pays, et on ne sait pas ce qui pourrait arriver dans les semaines et les mois qui viennent? Est-ce qu'il n'est pas temps de se placer aux côtés de la communauté juive de façon un peu plus insistante encore? Alors pour l'instant, personne ne l'a annoncé. Ce qu'on disait, c'est que c'est souvent de l'ordre du symbole et qui peut être important de Ce montrer serait bien que de voir les Emmanuel Macron dirigeants, sur le Champ de voilà, Mars que ce les soir. dirigeants de ce pays, quel qu'il soit, se montrent physiquement et même si ce n'est que symboliquement aux côtés de la communauté juive. Après, ça, il y a une question à laquelle moi je ne saurais pas répondre. C'est est-ce que c'est un souhait de la communauté juive? Est-ce que cette communauté aimerait ce symbole ou est-ce que cette communauté qui se sent abandonnée depuis le 7 octobre n'a plus forcément envie qu'on récupère entre guillemets sa détresse? Ça, je ne sais pas répondre moi-même. En revanche, on voit des dirigeants, je voyais encore à l'instant Christian Estrosi qui demande au préfet et à la police municipale de Nice d'être plus que jamais mobilisés. C'est-à-dire que là, on a beaucoup aussi de maires et le ministre de l'Intérieur qui sont très préoccupés par la sécurisation justement de ces fêtes de Hanouka et qui sont en train véritablement de s'activer pour faire en sorte que la communauté juive puisse faire cette célébration, mais dans des conditions de sécurité qui vont encore s'intensifier. On sait que déjà la menace est élevée. Dès vendredi, Laurent Nunez avait adressé une circulaire au préfet et on sait que le ministre va de nouveau, d'ici la fin de journée, renvoyer un courrier pour véritablement s'assurer de la sécurité des fêtes. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Sabrina, de ce courrier du ministère de l'Intérieur, une vigilance accrue, renforcée les prochains jours au vu du drame australien? C'est ce qui avait déjà été proposé par rapport au télégramme que le ministère de l'Intérieur a envoyé au préfet, c'est-à-dire une ronde plus intensive autour des lieux de culte juif, autour des sites dits sensibles, avec la participation de la police municipale, la participation aussi des élus qui doivent se sentir concernés, prendre contact avec les responsables des cultes pour justement voir où est-ce qu'il pourrait y avoir une faille à détecter avant. Également faire des rondes pour faire un premier aperçu visuel, un premier je cherche Tour le terme. d'horizon? Oui, visuel pour voir s'il y a des suspects et également interdire certaines circulations autour des lieux sensibles. Les maires sont aussi amenés à devoir vérifier, voir s'il faut de manière temporaire interdire la circulation ou le stationnement de véhicules autour de certains sites sensibles ou de lieux de culte juifs. Le climat français, là encore, est-ce qu'on est suffisamment vigilant? L'ultime drame que l'on est en train de commenter en Australie, on l'a déjà frôlé depuis le 7 octobre 2023. On a eu cette discussion tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur l'école aux Zaratora et Mohamed Merah et ce qui s'était passé à Toulouse, mais vraiment cette série d'augmentation d'actes antisémites depuis le 7 octobre 2023, j'ai envie de dire que ce drame, il nous pend en nez. Est-ce que la France est assez vigilante selon vous? Je pense que les services de renseignement font un travail exceptionnel. Maintenant, le problème, c'est encore une fois, c'est que la menace a muté. Pourquoi exceptionnel? Parce que ce qui est arrivé en Australie aurait pu arriver en France d'ores et déjà et a été déjoué parce que nos renseignements sont performants. Les services de renseignement français, effectivement, déjouent énormément d'attentats. Mais au-delà de ça, le problème, c'est que cette menace qui a évolué, aujourd'hui, on a des individus qui se servent de couteaux, de voitures béliers, et qui n'ont plus de commanditaires depuis des pays à l'étranger, ou qui ne passent presque plus, en tout cas, pour frapper par les flux de migrants. C'est souvent des individus, d'ailleurs, qui sont déjà sur notre territoire depuis un moment, mais c'est extrêmement difficile pour les services d'entraver justement ces attentats dès lors qu'il n'y a pas de chaînon qui déroule du commanditaire jusqu'au passage à l'acte. Qu'est-ce qui n'est pas fait en France et qui devrait être fait pour rassurer les populations et éteindre un peu plus cette menace qui plane partout en Occident? Là, on assiste déjà, pour un exemple qui va justement dans le sens opposé, à la sortie de la majorité des individus condamnés pour des faits de terrorisme de prison. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'éviter que les personnes condamnées pour des faits sortent de prison. C'est je pense déjà la première chose. Après, il y a toujours évidemment des mesures sécuritaires à mettre en place. Des gens qui ont vocation à sortir de prison. Ah oui, c'est des textes qui sont l'avocat en effet sur ce plateau peut confirmer. Il n'y a pas de loi qui nous permette de restreindre des individus si leur peine de prison a été effectuée. En effet, il faut peut-être revoir cette loi parce qu'un radicalisé, a priori, pour les spécialistes, a priori, on ne va pas réécrire le code de procédure pénale. Donc cette mesure-là n'est pas... Mais il y a des moyens de surveillance peut-être. Oui, je pense que la loi se change aussi et surtout, je vais vous dire, la majorité
majorité des individus justement qui revenaient de Syrie et d'Irak et qui ont été jugés en France encouraient des peines beaucoup plus importantes que celles auxquelles ils ont été condamnés. Le fameux message Lorsque d'arnaque. vous assistez à des procès où des individus encourent 30 ans ou 20 ans d'emprisonnement, bah, en fait, à chaque fois, c'est vous encourez 20 ans de prison, vous êtes condamné à 10 et vous faites 5. Donc, voilà, à partir du moment où vous pouvez déjà changer à minima ce modèle, bah, entre avoir quelqu'un qui sort dans les 5 ans ou quelqu'un qui sort dans les 20 ans, il y a, j'estime, une vraie différence d'un point de vue sécuritaire. Claude Moniquet qui est toujours avec nous. Est-ce que vous en savez un peu plus sur le modèle australien justement? Vous nous expliquiez qu'en effet Sydney est connu pour sa communauté juive, mais également pour abriter un islamisme actif fort depuis longtemps. Est-ce que les autorités australiennes ont pris la mesure là encore de cette radicalité qui planait? Alors les autorités australiennes et les services de renseignement australiens sont réputés pour leur efficacité. Et en plus, l'ASIO appartient au système qu'on appelle les Five Eyes, qui regroupe les services de renseignement anglo-saxons, donc les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et un cinquième, et la Grande-Bretagne, bien entendu, le Royaume-Uni. Donc il y a des échanges permanents entre ces 5 services, y compris sur le terrorisme. Mais il faut bien se rendre compte que comme il y a eu peu d'attentats en Australie et que le nombre de radicaux, même s'il existe et s'il y en a un certain nombre, est nettement moins important qu'en Europe, pour l'ASIO, le travail principal, l'activité principale, c'est la menace chinoise, c'est l'espionnage chinois, c'est les ingérences chinoises, c'est la région Asie-Pacifique, l'Océanie, tout ce qui les concerne plus directement. Et il est probable qu'ils ont été moins sensibilisés à la menace terroriste que nous l'avons été en France depuis 30 ans, depuis les attentats de Saint-Michel. Mais ça, bon, c'est dû à l'histoire récente, c'est dû à la géopolitique, c'est dû à l'environnement géographique du pays et à ses intérêts. Mais il peut, je le répète, fait ça, normalement, ça devrait déjà le faire. sur un afflux permanent et un échange permanent Je vais m'abonner à toi avec les 4 autres membres des Five. Mais pourtant, on sait que le risque zéro est loin d'être la réalité en Australie. On connaît également des relations diplomatiques extrêmement compliquées entre l'Iran et l'Australie, Claude. Oui, tout à fait. Alors l'Iran, effectivement, il y a des ingérences iraniennes assez importantes d'ailleurs en Australie. Il y a en Australie des mouvements radicaux pro-palestiniens qui en fait sont beaucoup plus des sympathisants du Hamas ou d'autres organisations extrémistes palestiniennes que des gens qui défendent vraiment le peuple palestinien, mais qui utilisent l'Australie comme base de collecte de fonds, comme base de propagande, plus que comme base opérationnelle. On n'a pas vu en Australie, on a vu moins en Australie, par exemple, qu'aux États-Unis, de manifestations antisémites dans les universités, même s'il y a eu des cas. Et on a certainement vu beaucoup moins d'attentats islamistes en Australie que nous n'en avons vu en Europe depuis 2014. Et surtout entre 2014, l'attaque du musée juif de Bruxelles, et 2017, la fin de la territorialité de l'État islamique en Irak et en Syrie, qui a entraîné l'impossibilité d'attirer puis de reprojeter des terroristes formés vers l'Europe. Donc l'Australie n'a pas été épargnée, mais quand même a été nettement moins menacée que ne l'est l'Europe. Mais ce qui vient de se passer aujourd'hui, ce sera un wake-up call, comme disent les anglo-saxons. Ce sera un réveil pour les services de renseignement australiens. Et comme ils ont malgré tout ce pragmatisme et cette rapidité qu'ont les anglo-saxons à saisir la balle, je pense qu'ils vont très très bien et très vite comprendre et apprendre la leçon de ce soir, la tragique leçon de ce soir, et que dans quelques semaines, quelques mois, les services de renseignement auront réorienté une partie de leurs moyens sur les milieux islamistes. Merci Claude. En fait, Sacha Bélissa, c'est vrai qu'il y a un problème de conscience, en fait, de conscience par rapport à l'épidémie. On utilise avec Rodolphe Cart, qui a été le premier à l'initier au début de cette même un édition, compte qui sur se YouTube de live, on s'abonne. cancer, de métastases mondiales. On n'en a pas assez conscience et par conséquent, on n'a jamais voulu utiliser les armes nécessaires pour éradiquer cette haine et cette maladie.
Tout à fait, d'autant plus qu'en Australie, ce n'est absolument pas un phénomène nouveau. Peu de gens s'en souviennent, mais il y a d'ailleurs un djihadiste français qui avait été libéré de prison et qui a été réarrêté cette année en 2025, qui s'appelle Willy Brigitte, qui faisait partie des filières afghanes dans les années 2000, qui avait projeté un attentat en Australie. Ton PC t'a dit non. Il faisait partie d'une organisation terroriste pakistanaise qui s'appelle Lashkar-e-Taiba. Pourquoi il est en Australie? Parce qu'il y a une filière particulière? Comment fait-il qu'un terroriste d'origine française se retrouve en Australie? Parce que l'Australie fait évidemment partie d'un ensemble culturel et civilisationnel. C'est un pays occidental à majorité chrétienne qui du coup, fait partie évidemment des cibles de toutes les organisations terroristes. Et donc ce vivier existe Donc ce vivier existe et pas depuis près de 20 ou 30 ans. Oui, Rodolphe. Et deux voies pour l'Italie, excusez-moi, pour l'Australie s'ouvrent. Celle de la soumission qu'on voit au Royaume-Uni, où là justement il y a quand même une apathie du peuple anglais, même si c'est réveillé, on l'a notamment vu avec les révoltes patriotes de cet été. Et de l'autre côté, comme je l'ai dit, la vitalité américaine qui prend les questions identitaires à bras-le-corps. Et un des exemples aussi sur ces bascules démographiques, parce que la question démographique elle est aussi liée à la question de l'immigration et donc du développement, pourquoi pas d'un terreau fertile, on va dire, à l'islamisme dans les années futures, c'est justement Israël s'est dit comme meilleur moyen pour lutter justement contre l'islamisme, c'est de miser sur la continuité démographique de son peuple et de conserver une homogénéité, une relative homogénéité ethno-culturelle. Or, on voit que dans l'Europe de l'Ouest et dans les démocraties libérales, c'est absolument pas ce modèle. Pour pallier la dénatalité de nos peuples européens avec une inversion de la pyramide des âges, on a choisi le tout immigration. Vous vous en souvenez d'ailleurs, on joue souvent sur les moments d'émotion quand on se souvient de ce pauvre Syrien échoué, le jeune Elan, justement mort sur une plage. On se souvient que derrière, l'Allemagne avec Angela Merkel avait ouvert justement les vannes de l'immigration en accueillant, je ne sais plus, 1 million de Syriens. Donc là, on voit l'inconséquence justement de nos élites, c'est nos propres élites qui ont favorisé ce terrain. Donc moi, je suis pour le réveil. J'espère que l'Australie va aussi se réveiller. On voit on a eu cette conversation tout à l'heure. Et on ne sait même pas si l'assaillant était une personne immigrée. Donc à la limite, là tout de suite, c'est pas vraiment le sujet. Non, mais on sait qu'après les perquisitions, et Claude Moniquet va me le confirmer, mais on sait qu'avec les premiers éléments de l'enquête et les premières perquisitions, on sait qu'il adhère à des thèses islamistes et qu'il est radicalisé. Ah non, tu vois, on va ça, Claude, hein. on est d'accord là-dessus. Ça marche. Alors il était d'ailleurs fiché par l'ASIO et par la police de Nouvelle-Galles du Nord comme étant, oui absolument, comme étant un radical islamiste, mais considéré comme n'étant pas près du passage à l'acte. Ils ont mal évalué, manifestement. Il a été mal évalué, il y a des trous dans la raque. Et maraîcher, voilà. Et aujourd'hui, c'est important d'être ici? Oui, parce qu'on est tous concernés, on se connaît tous. Depuis des mois et des mois, de prendre en compte la montée de l'antisémitisme, multiplié par 5 tout de même. Bon, il n'y a que en fait BFM et LC qui font plus d'événements. D'ailleurs, le gouvernement est australien. On va faire comme ça après. On va mettre à fond, on va les couilles pour qu'on voit bien. Erreur manifeste puisque cet homme fait partie des assaillants. Tout à fait, mais parce que ce n'est pas une science. Et que malheureusement pour les services de renseignement, c'est évidemment extrêmement difficile d'émettre des certitudes et surtout d'entraver, de mettre en prison des individus qui ne sont pas passés à l'acte. C'est extrêmement compliqué. Et en France, d'ailleurs, la majorité des difficultés entre montrer de l'autorité, être capable d'être fort sur les sujets comme celui-là, et en même temps respecter les règles de l'état de droit, de la démocratie, qui de manière assez logique, bien sûr, garantissent les libertés des cette frontière qui est très ténue et qui permet à certains de s'infiltrer, de passer les mailles du filet. Élodie, je me tourne vers vous parce que vous avez pris connaissance du télégramme que vient d'envoyer le ministre de l'Intérieur au préfet, notamment sur la protection des lieux de culte, Hanouka, qui évidemment touche le monde entier, qui est une fête qui démarre en ce moment pour les juifs du monde entier. Oui, le ministre de l'Intérieur qui commence justement son courrier en faisant référence à cet acte terroriste en Australie et donc qui demande, je cite, je vous demande de renforcer la présence des forces de sécurité intérieure autour des lieux de culte juifs
en priorité justement pendant les célébrations de Hanouka. Le ministre de l'Intérieur qui rappelle qu'il y avait déjà eu un premier télégramme il y a 2 jours, le vendredi dernier, et donc il répète ce que Sabrina listait tout à l'heure, il répète les consignes de sécurité à mettre en place. Donc prendre d'abord contact avec les responsables cultuels et les élus locaux, faire une évaluation systématique avant tout. Bon, là, j'arrive à faire une vidéo. Ça veut dire notamment un contrôle visuel, par exemple, des flux On va entrants, créer un autre adapter la compte, je crois, capacité pour d'accueil s'abonner. aux fidèles qui sont présents, gérer aussi le stationnement aux abords des Tu lieux vois si on de peut faire un culte, autre une présence compte, comme ça, on renforcée s'abonne, et c'est dissuasive bon. des forces de sécurité intérieure, particulièrement aux heures d'arrivée et de départ des fidèles. Et il veut aussi, et on comprend, un lien étroit avec l'autorité judiciaire s'il faut mettre des contrôles en place. On voit quand même à quel point c'est important, c'est-à-dire qu'on veut vraiment ne rien laisser passer terrible. pour le coup. C'est à la fois rassurant et en même temps c'est terrible. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Sarah, c'est plus difficile d'entrer dans une synagogue que dans un aéroport en fait. C'est de monter dans un avion. Heureusement, Oui, il y a plus mais de c'est risques terrible. dans une Heureusement, il y a ces deux poids, c'est-à-dire que cette balance, c'est à la fois rassurant et d'un autre côté, c'est désespérant. En arriver là, ça veut vraiment dire que la menace, elle est XXL et que vous n'êtes absolument pas en sécurité Arrête. si vous franchissez la porte de la synagogue. C'est un acte de bravoure d'aller communier dans un lieu de culte juif aujourd'hui, en fait, quasiment. Ça dépend comment on voit les choses, mais en tout cas, c'est pas malheureusement, c'est plus anodin. On peut quand même pas mal de questions avant d'y aller. Effectivement, ça va de sécurité, c'est adapté. Et on va aussi rentrer dans une synagogue, est-ce qu'on connaît des gens, etc. Et quand c'est une personne qu'on ne connaît pas, on lui demande est-ce que vous venez avec quelqu'un, on lui pose quand même des questions. Donc c'est. Et c'est finalement une petite victoire pour ceux qui ont la haine des juifs et ceux qui veulent terroriser les Français de confession juive et plus largement la communauté française. C'est terrible de se dire qu'en 2025 nous en sommes là. C'est les années Ça 30. s'arrange pas surtout. C'est que chaque année c'est un peu pire que la précédente. C'est vrai. On va pas vers un arrangement. Et pourtant on a ce cessez-le-feu alors qui est fragile. Hein. Bien sûr que ce qui se passe au Proche-Orient reste précaire. Mais pour les antisémites, en réalité, c'est des gens qui étaient déjà antisémites avant le 7 octobre et qui, depuis le 7 octobre, se sont dit maintenant, entre guillemets, c'est toléré, on peut montrer qu'on l'est. Mais on se disait, il y avait une naïveté à se dire que avec le cessez-le-feu et ce calme retrouvé, encore une fois précaire bien sûr, mais calme retrouvé dans la bande de Gaza et au Proche-Orient, ça allait faire redescendre de facto les actes antisémites, cette haine qui est quasiment chauffée à blanc depuis plus de 2 ans, mais en l'occurrence, c'est le contraire, en effet. Non, parce c'est le que contraire. vraiment, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient antisémites et qui n'attendaient qu'un prétexte, et le 7 octobre a été ce prétexte, et maintenant ils montrent leur antisémitisme au grand jour, ils le cachent derrière l'antisionisme, mais la réalité c'est qu'ils n'aiment pas les juifs. Il y a une force de le dénoncer, de rappeler à longueur de journée à quel point des discours politiques, notamment ou idéologiques, dangereux peuvent attiser la haine. Oui, mais il ne faut pas des discours, des actes, il faut sanctionner fort. Mais le problème c'est que l'impunité, en fait, plus de 2 ans après, elle est toujours réelle, et je repense encore une fois à ce tweet de Rima Hassan ces dernières heures, qui raconte qu'elle a été face à une juge israélienne lorsqu'elle a été arrêtée dans la flottille de Gaza, que la juge israélienne lui aurait dit, puisque ce sont des propos rapportés uniquement par l'eurodéputé, lui aurait dit vous serez interdite de territoire israélien pendant 100 ans, et Rima Hassan qui lui répond et qui raconte ça sur un tweet, dans 100 ans, l'État d'Israël n'existera plus. Mais je veux dire, de tenir ce type de propos dans une telle impunité, ça dit tout, Rodolphe Carte, également de la faiblesse de l'État, de la faiblesse de nos dirigeants pour empêcher de diffuser cette haine et les comportements qui peuvent en découler. Non, mais le message, le télégramme est absolument ahurissant. On va à chaque Attends, fois l'envoyer. d'une nouvelle loi. On va à chaque fois